Mon frère a brûlé la lettre de bourse de ma fille. Face au mépris de ma famille, qui la destinait à une vie sans rêve, j'ai décidé de la défendre. Mon geste a assuré qu'il ne lui manquerait plus jamais de respect. La lettre était sur la cheminée à 18h15. À 18h22, elle était dans le foyer, 7 minutes entre un avenir et un tas de cendres. Romain l'avait prise sur la cheminée où je l'avais posée pour que la famille puisse la voir. Académie du Chêne Blanc, bourse académique complète, 4 ans, frais de scolarité, chambre, pension complète, livres, et une allocation pour un ordinateur portable. 186 000 € de valeur totale pour une jeune fille de 15 ans qui a une moyenne générale de 4 points et écrit des essais sur les litiges frontaliers et les concessions de terres coloniales parce que son père est géomètre et qu'elle a grandi en lisant des plans cadastraux à la table de la cuisine pendant que d'autres enfants regardaient des dessins animés. Il tenait la lettre par le coin. Il a lu la première ligne à voix haute. Chère Élodie Dubois, nous avons le plaisir de vous offrir une bourse académique complète pour l'Académie du Chêne Blanc. Il a arrêté de lire. Il m'a regardé. Il a regardé Élodie, qui était assise sur le canapé dans son uniforme scolaire car elle venait directement de l'entraînement, portant toujours le polo avec l'écusson et la jupe qu'elle repassait elle-même chaque matin parce qu'à 12 ans. Elle avait appris que personne dans cette famille ne le ferait pour elle. Puis Romain s'est dirigé vers la cheminée. Il a sorti un briquet de la poche de sa veste. Pas une allumette, pas un allume-bougie, un briquet Bic qu'il avait acheté dans une station-service en allant dîner. Je ne le savais pas alors. J'ai trouvé le reçu plus tard. Horodaté 16h47. 1,29 €. Il avait planifié cela avant d'arriver. Il est entré chez nos parents avec un briquet dans la poche et l'intention de brûler la lettre de bourse de sa nièce sous ses yeux. Il a approché la flamme du coin inférieur. Le papier a pris feu. La lettre de l'Académie du Chêne Blanc s'est recroquevillée et noircie, et les mots « bourse académique complète » sont devenus orange, puis gris, puis rien. La lettre a brûlé en 11 secondes. Romain l'a tenue jusqu'à ce que la flamme atteigne ses doigts, puis il l'a laissée tomber dans la grille de la cheminée et le dernier morceau, la signature du directeur des admissions, a atterri sur le fer et a brillé pendant 3 secondes avant de s'éteindre. Les gamins sans avenir n'ont pas besoin de grands rêves, a-t-il dit. Il souriait. Ma mère, Sylvie, était dans le fauteuil. Elle a regardé la lettre brûlée. Elle ne s'est pas levée. Elle n'a pas tendu la main. Elle l'a regardée comme elle regarde tout ce que fait Romain, avec l'approbation spécifique d'une mère qui avait décidé 37 ans plus tôt quel enfant était l'investissement et lequel était la charge. Elle m'a regardé et a prononcé la phrase qui attendait derrière ses dents depuis le jour où Élodie avait reçu la lettre, il y a 4 jours. Sa place est ici, Marc. Aider les enfants de ta sœur. Anne a 3 enfants de moins de 8 ans et personne pour l'aider. Tu vas envoyer Élodie dans une école chic pour qu'elle puisse faire semblant d'être meilleure que les gens qui l'ont élevée. C'est une baby-sitter. C'est son travail dans cette famille. C'est tout ce qu'elle a toujours été. Mon père Pierre était dans l'encadrement de la cuisine, tenant un verre de thé glacé. Il a regardé la lettre brûlée à travers la fenêtre passe-plat. Il a pris une gorgée. Il est retourné à la cuisine. Ce fut la contribution de Pierre à la destruction de l'avenir de sa petite fille. Une gorgée de thé et un dos qui se retire. Anne n'était pas dans la pièce. Elle était au haut-parleur. Sylvie l'avait appelée avant que nous arrivions. J'ai entendu la voix d'Anne depuis le téléphone sur la table d'appoint, minuscule et distante, disant « C'est pour le mieux. Élodie est heureuse ici. Elle n'a pas besoin de partir. » Élodie était sur le canapé. Ses mains étaient sur ses genoux. Son visage ne s'est pas effondré. Son visage est resté immobile. L'immobilité spécifique d'une jeune fille de 15 ans qui a passé 3 ans à surveiller ses cousins pour que sa tante puisse aller au brunch et sa grand-mère organiser son club de lecture et son père travailler sur le terrain et qui vient de voir la seule sortie de cette vie réduite en cendres dans une cheminée pendant que son oncle riait et sa grand-mère approuvait et son grand-père s'en allait. Elle s'est levée. Elle est allée à la cheminée. Elle s'est agenouillée sur le foyer. Elle a atteint la grille. Les cendres étaient encore chaudes. Elle a pris une pincée de papier gris et l'a tenue dans sa paume et l'a regardée comme elle regarde des preuves. La façon dont je lui ai appris à regarder des preuves, la façon dont la fille d'un géomètre examine une borne avant d'enregistrer ses coordonnées avec soin, avec précision, comprenant que ce qu'elle tient est la preuve de quelque chose qui a existé.
Elle est allée au bureau de Sylvie dans le couloir. Elle a pris une enveloppe blanche dans le tiroir supérieur. Elle y a mis les cendres. Elle l'a scellée. Elle a pris un stylo bleu dans la tasse sur le bureau et elle a écrit sur le devant, lettre d'acceptation, Académie du Chêne Blanc, brûlée le 14 novembre 2026. Elle est revenue dans le salon. Elle tenait l'enveloppe à deux mains. Elle m'a regardé. Je me suis levé. Je lui ai pris la main. J'ai dit, prends ton manteau. Nous sommes sortis. Dans le camion, Élodie a posé l'enveloppe sur le tableau de bord et a attaché sa ceinture de sécurité et elle est restée assise les mains sur les genoux et elle n'a pas parlé pendant 11 minutes. Je conduisais. Les lampadaires passaient sur le pare-brise. L'enveloppe était sur le tableau de bord avec l'écriture bleue captant chaque lumière. Lettre d'acceptation brûlée. Puis elle a dit, « Papa, peuvent-ils me désaccepter ?» Non, la lettre est partie. La lettre est du papier. La bourse est une décision. Les décisions ne brûlent pas. Comment le sais-tu? Parce que je mesure la terre pour gagner ma vie. L'acte peut être perdu. La borne peut être enterrée. Mais la ligne est toujours là. Il suffit de la retrouver. Elle est restée silencieuse. Puis elle a pris l'enveloppe et l'a mise dans la poche de son manteau et a fermé la fermeture éclair de la poche. J'ai appelé Henri Bernard à 21h depuis le camion pendant qu'Élodie se préparait à se coucher à la maison. Henri a répondu à la deuxième sonnerie. Il a répondu à tous les appels que je lui ai faits depuis que j'avais 22 ans et que je ne savais pas lire un théodolite, et il m'a appris sur une route départementale dans la campagne près de Toulouse avec un thermos de café et une patience que je n'ai jamais vue chez un autre être humain. Ils ont brûlé sa lettre. Henri, Romain y a mis un briquet et l'a jeté dans la cheminée. Sylvie a dit que la place d'Élodie était de garder les enfants d'Anne. Pierre a regardé et est parti. Henri est resté silencieux pendant 4 secondes. Puis, ils ont brûlé une lettre. Ils n'ont pas brûlé la fille. La lettre est du papier. Le papier peut être remplacé. La fille ne peut pas conduire à cet entretien demain. L'entretien est à 10h. La lettre est cendre. Alors elle apporte les cendres. Elle entre dans cette pièce et elle pose l'enveloppe sur la table et elle leur raconte ce qui s'est passé. Les cendres sont sa déclaration d'ouverture. Aucun directeur des admissions dans le pays ne renvoie un enfant qui porte les cendres de son propre avenir dans sa poche et qui se présente quand même. Je possède du bois Géomètre Expert bornage, relevé topographique, plan ALTA, lotissement, description de servitude, implantation de chantier. 14 ans en tant que Géomètre Expert agréé. Mon numéro de GEA est estampillé sur chaque relevé que je produis. Ce tampon signifie que les limites sur ce document sont exactes, juridiquement défendables et certifiées par un professionnel agréé. Ce tampon est ma réputation. Ce tampon est mon gagne-pain. Et ce tampon est ce que Romain a emprunté pendant 2 ans sans comprendre ce que cela me coûte s'il est mal utilisé. La famille n'a jamais compris ce que je fais. Quand j'ai dit à Sylvie que j'allais étudier la topographie à 22 ans, elle a dit, « Tu vas mesurer de la terre. Ton frère lance une entreprise. » L'entreprise de Romain à 22 ans consistait à tondre des pelouses depuis l'arrière d'un pick-up emprunté. Il l'a depuis transformé en Dubois Aménagement Paysager, commercial et résidentiel. Mais l'histoire d'origine que Sylvie raconte lors des dîners de famille est que Romain a construit quelque chose à partir de rien. Il ne l'a pas construit à partir de rien. Il l'a construit à partir de mes relevés, de mon tampon, de mes certifications de bornage et de mon silence. Quand ma femme Cécile est décédée en 2014, Élodie avait 3 ans. Un accident de voiture sur l'autoroute du Sud-Ouest, un camion a grillé un feu rouge. Cécile rentrait des courses. L'impact a eu lieu du côté conducteur. Elle est décédée à l'hôpital avant que j'arrive parce que j'étais sur un chantier en Limousin et le trajet durait 42 minutes et 42 minutes, c'était trop long. Et j'ai détesté cette autoroute depuis. Romain est venu aux funérailles. Il est resté à l'arrière. Il est parti avant la réception. Il a dit à Pierre sur le parking, « Marc doit se ressaisir. Il a un enfant maintenant. Ressaisis-toi. » Ma femme était morte depuis 6 heures et le conseil de mon frère était de « se ressaisir ». Il l'a dit comme il dit tout, comme un homme qui n'a jamais été brisé et qui ne comprend pas pourquoi les autres mettent si longtemps à se reconstruire. Quand Élodie a eu 5 ans, j'ai demandé à Sylvie si elle pouvait la garder les mardis après-midi pour que je puisse prendre un travail de terrain en Occitanie. Sylvie a dit,
je vais raclement de gorge la garder si tu contribues aux dépenses du ménage. 200 € par mois, j'ai payé. Quand Elodie a eu 12 ans, le montant était de 350 € et l'arrangement s'était étendu dès mardi après-midi à une garde complète après l'école, que Sylvie décrivait comme des « soins », et qui s'est avéré être Elodie marchant jusqu'à la maison d'Anne et gardant 3 enfants gratuitement. Quand Elodie a eu 10 ans, elle a gagné la foire scientifique de l'école avec un projet sur les méthodes de topographie. Elle a construit un théodolite avec du carton et du fil de pêche, et elle l'a utilisé pour mesurer l'angle entre 2 arbres dans la cour de l'école. Et elle a calculé la distance en utilisant la trigonométrie qu'elle avait apprise elle-même d'un manuel que j'avais laissé sur la table de la cuisine. L'enseignante m'a appelé. Elle a dit, « Monsieur Dubois, le projet de votre fille est l'entrée la plus sophistiquée que j'ai vue en 12 ans de jury de cette foire. » Je l'ai dit à Sylvie à Pâques. Sylvie a dit, « C'est gentil. » Le Hugo d'Anne a été sélectionné pour l'équipe de football. Une enfant de 10 ans construit un théodolite fonctionnel et mesure des distances avec la trigonométrie. Une enfant de 7 ans fait partie d'une équipe de football. Dans la famille Dubois, l'équipe de football est la nouvelle importante. Quand Elodie a eu 13 ans, j'ai demandé si elle était heureuse chez Anne après l'école. Elle a dit, « Les enfants ne me dérangent pas, mais Léa frappe et personne ne lui dit d'arrêter. Et Hugo m'appelle, l'aide. Et Anne ne rentre pas à la maison avant 18h30, même si elle termine à 17h30 parce qu'elle va d'abord à la salle de sport. Anne allait à la salle de sport pendant 1 heure pendant que ma fille gardait ses 3 enfants. 1 heure de garde d'enfants gratuite pour qu'Anne puisse utiliser un tapis de course. Je n'ai rien dit à ce moment-là. J'aurais dû. Romain n'a jamais offert de cadeau d'anniversaire à Elodie. Ni une carte, ni un SMS, ni un appel téléphonique. En 15 ans, Elodie n'a reçu absolument aucune reconnaissance de son oncle qu'elle existe en dehors du rôle qui lui est attribué par la famille, l'aide. La fille silencieuse qui garde les enfants et ne se plaint pas et ne demande pas d'argent et n'a pas de grands rêves parce que les gamins sans avenir n'ont pas besoin de grands rêves. C'est la phrase qu'il a choisie. Gamin sans avenir, à propos d'une fille avec une moyenne de 4 points qui a construit un théodolite avec du carton et a appris la trigonométrie à 10 ans et a obtenu une bourse de 186 000 € à 15 ans. Sans avenir. Romain dirige Dubois Aménagement Paysager. Commercial et résidentiel. Pour les travaux résidentiels, pas de relevé nécessaire. Pour les travaux commerciaux avec des exigences de recul ou de contiguïté de servitude, il a besoin d'un relevé de bornage certifié estampillé par un GEA. Il n'a pas de GEA. J'en ai un. Pendant 2 ans, j'ai estampillé ces relevés de bornage par courtoisie familiale. Il m'apporte les notes de terrain que son équipe collecte. Je les examine, j'ajuste les erreurs, je produis le plan, je l'estampe. Je ne le facture pas. Il ne me remercie pas. Il m'appelle le « mesureur de terre » et, lors du dernier repas de Noël en famille, il a dit aux amis pêcheurs de pierre que les géomètres sont des maîtres rubans humains avec des coups de soleil. Il a dit cela alors que 3 de ses contrats actifs dépendaient de mon tampon. Le babysitting est le chiffre sous le feu. Le chiffre qui transforme une lettre brûlée de cruauté en économie. Elodie a commencé à garder les enfants d'Anne après l'école en 2023. Elle avait 12 ans. Anne a 3 enfants, Hugo, Léa et Petit Homme. Anne travaille dans un cabinet dentaire au centre médical. Elle termine à 17h30, mais ne rentre pas à la maison avant 18h15 ou 18h30 parce qu'elle va à la salle de sport ou s'arrête à Monoprix ou prend un appel téléphonique sur le parking qui n'est jamais urgent. Laurent voyage pour la gestion de construction 4 jours par semaine. Le calcul était simple et le calcul était exploiteur. Elodie sort de l'école à 15h15. Les enfants d'Anne sont récupérés de la crèche à 15h par Sylvie, qui les dépose chez Anne. Elodie marche de l'école à la maison d'Anne, 8 pâtés de maison, et garde 3 enfants jusqu'à ce qu'Anne rentre. 3 heures par jour, 5 jours par semaine, 15 heures par semaine, plus les week-ends où Anne demande, juste quelques heures le samedi, soit 4 heures, et le dimanche matin, pour que je puisse aller à mon cours de spinning, soit 3 heures de plus. Total moyen, 18 à 20 heures par semaine. J'ai utilisé 15 pour le calcul parce que je suis géomètre et j'utilise des mesures conservatrices parce qu'une surestimation d'une limite peut coûter à un client sa propriété et je n'allais pas surestimer le travail de ma fille même si le nombre réel est plus élevé. 156 semaines, 15 heures par semaine, 2340 heures au salaire minimum français de 11,65 € de l'heure, valeur approximative de 2023 pour être conservateur,
27 279 €. Au tarif courant pour une babysitter adolescente en France, 10 à 15 € de l'heure, cela se situerait entre 23 400 € et 35 100 €. À tout taux supérieur à 0, c'est plus que ce qu'Élodie a reçu. Élodie n'a rien été payée. 0. Anne a dit à Sylvie, Élodie adore les enfants. Elle n'a pas besoin d'être payée. C'est la famille. Élodie n'adore pas les enfants. Élodie n'adore spécifiquement pas Léa, qui frappe sans conséquence et a une fois lancé une tasse à bec au visage d'Élodie, lui laissant une ecchymose sous l'œil gauche qu'Élodie m'a dit provenir d'un volleyball à l'école parce qu'elle savait que si elle me disait la vérité, je la retirerais de l'arrangement et Anne devrait payer pour la garde d'enfants, et Sylvie appellerait Élodie ingrate. Ma fille a menti sur une ecchymose pour protéger le système qui l'avait blessée. Elle avait 13 ans. Je n'ai su que ce n'était pas payé qu'en octobre 2026. Je pensais que Sylvie payait Élodie avec les 350 € que j'envoyais mensuellement pour la garde d'Élodie après l'école. Sylvie m'a dit que les 350 € par mois couvraient ses collations, ses transports et un peu d'argent de poche. Les 350 € n'allaient pas à Élodie. Pas un euro. Les 350 € allaient à Sylvie pour avoir négocié l'arrangement, pour gérer le pipeline entre un père qui paie, une fille qui travaille et une sœur qui en profite. 350 € par mois pendant 3 ans. 12 600 € payés par mois à Sylvie pour des soins, qui étaient le travail gratuit de ma fille. J'ai failli appeler Sylvie cette nuit-là et lui lire chaque reçu et chaque heure et chaque bulletin de salaire à zéro qui n'existe pas parce qu'on ne reçoit pas de bulletin de salaire pour un travail que personne ne reconnaît comme un travail. Ce qui m'a arrêté, c'est l'enveloppe. Elle était sur la table de chevet d'Élodie, blanche, scellée, encre bleue. Elle l'avait placée à côté de son réveil et de sa tenue d'entretien, qu'elle avait préparée sur la chaise comme elle prépare tout, organisée, délibérée, prête. Les cendres étaient prêtes. La fille était prête. La ligne était sur le point d'être tracée. Henri nous a rencontrés dans un restaurant routier sur la D960 à 6 h du matin. Il a conduit 30 minutes dans le noir parce qu'Henri ne laisse pas les gens qu'il a encadrés entrer dans des salles importantes sans petit déjeuner. Il a acheté à Élodie des crêpes, des œufs brouillés, du jus d'orange et une portion de bacon qu'elle a mangé méthodiquement. Fourchette dans une main, enveloppe dans l'autre. Parce qu'elle répétait ce qu'elle allait dire, et l'enveloppe était son script, pas les mots à l'extérieur, mais le contenu à l'intérieur, les cendres. Henri a regardé l'enveloppe sur la table à côté du distributeur de sirop. Il a dit, tu vas entrer dans cette pièce et leur dire la vérité. Toute la vérité. Pas la version qui fait paraître ta famille raisonnable. La version qui inclut le briquet et la cheminée et le rire de ton oncle. Élodie a dit, et s'il pense que j'invente? Henri a montré l'enveloppe avec sa cuillère à café. Ça, ce n'est pas inventé. Ce sont des cendres. Les cendres ne mentent pas. Les cendres sont ce qui reste après que quelqu'un ait essayé de détruire quelque chose et ait échoué. Tu es la preuve que ça a échoué. Et s'ils ont pitié de moi? Je ne veux pas de pitié. Alors ne la demande pas. Entre, assieds-toi, raconte ce qui s'est passé. Pose l'enveloppe sur la table. Laisse-les décider ce qu'ils voient. Une fille qui porte les cendres de sa propre lettre dans la pièce qu'il a émise ne demande pas la pitié. Elle présente des preuves. Élodie a fini son bacon. Elle a mis l'enveloppe dans la poche de son manteau. Elle a fermé la fermeture éclair de la poche. Elle a dit, d'accord. L'entretien était à 10 h à l'Académie du Chêne Blanc. Le campus est à 40 minutes au nord de la ville. Des bâtiments en briques, une bibliothèque avec des fenêtres du sol au plafond, un parvis avec des chênes verts vieux de 80 ans d'après le diamètre du tronc. Que j'ai estimé depuis le parking parce que je suis géomètre et je ne peux pas m'empêcher de mesurer les choses même quand j'essaie d'être impair. J'ai regardé ces chênes et j'ai pensé, ces arbres étaient là avant la naissance de ma fille. Et ils seront là après qu'elle aura obtenu son diplôme, et la seule chose qui a essayé de l'empêcher de marcher sous eux était un briquet à 1,29 €. Et un homme qui brûle des choses qu'il ne peut pas contrôler. La docteure Fournier était assise en face d'Élodie à une table ronde dans son bureau. Des bibliothèques, une fenêtre donnant sur le parvis, un diplôme encadré de la Sorbonne et un autre de Sciences Po, et un petit cactus sur le rebord de la fenêtre qui était vivant et vert et prospérait sous une lumière indirecte, ce qui est une métaphore à laquelle je n'ai pas pensé à l'époque. Mais à laquelle j'ai pensé tous les jours depuis. Elle a demandé à Élodie de lui parler d'elle-même. Élodie a parlé des litiges frontaliers dans les concessions de terres coloniales.
Elle a parlé des plans cadastraux et de la façon dont le système de relevé espagnol diffère du système anglais des limites. Elle a parlé de la fois où nous avons relevé une propriété en Nouvelle-Aquitaine et trouvé un monument d'angle de 1911 enterré sous une racine de mesquite qui avait poussé autour du tuyau de fer si étroitement que la racine avait pris la forme du tuyau et le tuyau était devenu une partie de l'arbre. La borne est devenue l'arbre. Elle a dit que l'arbre avait grandi autour d'elle au lieu de la repousser. C'est ce que font les limites. Quand elles sont au bon endroit, elles font partie de la structure. La docteure Fournier s'est penchée en avant. Elle avait arrêté de prendre des notes. Elle écoutait de la même manière qu'Henri écoute lorsqu'un stagiaire dit quelque chose qui révèle qu'il comprend le travail à un niveau que l'enseignant n'attendait pas. Puis Élodie a fouillé dans la poche de son manteau. Elle a posé l'enveloppe blanche sur la table entre elles. À plat, centré, l'encre du stylo bleu tournée vers la docteure Fournier. C'était ma lettre d'acceptation, a-t-elle dit. Mon oncle l'a brûlée dans la cheminée de mes grands-parents hier soir. Il a utilisé un briquet qu'il a acheté en allant dîner. Ma grand-mère a regardé. Mon grand-père est parti. Mon oncle a dit, les gamins sans avenir n'ont pas besoin de grands rêves. J'ai ramassé les cendres et je les ai mises dans cette enveloppe. Je les ai apportées ici parce que je voulais que vous sachiez que la lettre est partie, mais moi non. La docteure Fournier a regardé l'enveloppe pendant 4 secondes. Elle ne l'a pas ouverte. Elle ne l'a pas touchée. Elle a regardé Élodie. De la même manière qu'on regarde une borne qui a été enterrée pendant 100 ans et qui est toujours exactement là où elle a été placée. Nous réémettrons la lettre aujourd'hui. Votre bourse est maintenue, Élodie. Le comité d'admission n'a pas besoin de papier pour confirmer ce que nous avons déjà décidé à votre sujet. Élodie a acquiescé. Elle n'a pas pleuré. Elle a ramassé l'enveloppe et l'a remise dans la poche de son manteau et a fermé la fermeture éclair. Elle a dit « Merci ». Nous sommes sortis. Dans le couloir. Elle a dit « Papa, on peut aller déjeuner ?» Elle avait 15 ans. Elle avait porté des cendres dans une pièce et dit la vérité, et la vérité avait tenu bon, et elle voulait déjeuner. Nous avons déjeuné. J'ai payé. Il a dit, les géomètres paient le déjeuner les bons jours. C'était un bon jour. J'ai failli craquer sur le parking de l'Académie du Chêne Blanc après qu'Élodie soit allée aux toilettes à l'intérieur du restaurant. Ce qui m'a arrêté, ce sont les chênes visibles à travers la fenêtre. Vieux de 80 ans, toujours debout, toujours en croissance. Un arbre ne se soucie pas de qui a essayé de brûler la forêt. Il pousse quand même. Ma fille était l'arbre. La lettre était une feuille. Les feuilles brûlent. Les arbres non. Le reçu dans la veste de Romain m'a dit que le feu n'était pas une impulsion. C'était un plan. Et le plan a commencé par un appel téléphonique d'Anne. 3 jours après l'entretien, je suis allé chez mes parents pendant qu'ils étaient à l'église. Pierre laisse la porte arrière déverrouillée parce qu'il le fait depuis 40 ans, et personne ne lui a dit d'arrêter. Je suis entré dans le salon. La cheminée était froide. La grille avait été nettoyée. Les cendres avaient disparu. Sylvie les avait balayées le matin après l'incendie parce que Sylvie nettoie les preuves comme elle nettoie les cuisines à fond avant l'arrivée des invités. Mais la veste de Romain était accrochée au porte-manteau près de la porte. Le reçu était dans la poche intérieure. La station-service du coin, 14 novembre, 16h47. Un briquet Bic, 1,29 €. Il avait acheté le briquet 93 minutes avant le dîner. Il avait conduit jusqu'à la station-service, acheté un outil spécifiquement pour brûler, et avait conduit jusqu'à la maison de nos parents avec le briquet dans sa veste et l'intention dans sa poitrine. J'ai appelé le portable d'Anne depuis l'allée des parents. Elle a répondu, « As-tu appelé maman le matin où Romain a brûlé la lettre ?» 3 secondes. Marc, ce n'était pas comme ça. L'as-tu appelé? J'ai mentionné que la crèche pour 3 enfants coûte 3600 € par mois si Élodie part. Je ne lui disais rien. J'exprimais une préoccupation. Tu as exprimé une préoccupation à 9h du matin. Sylvie a appelé Romain avant midi. Romain a acheté un briquet à 16h47. À 18h22, la lettre brûlait. C'est une chaîne de 9 heures entre ton appel téléphonique et la bourse de ma fille dans une cheminée. Ce n'est pas une préoccupation, Anne. C'est une conspiration pour détruire l'avenir d'un enfant afin de préserver ta garde d'enfant gratuite. Elle a raccroché. Le lendemain matin,
J'ai annulé le virement automatique du prêt immobilier. 1680 € par mois pendant 4 ans. 80 640 € au total. Un clic. La maison de 3 chambres d'Anne et Laurent sur le boulevard des Marronniers, la maison où Élodie a passé 2340 heures à garder 3 enfants gratuitement. La maison que j'avais aidé à financer parce qu'Anne avait besoin de stabilité, était maintenant le problème d'Anne. J'ai envoyé un courriel à l'ordre des géomètres experts et j'ai officiellement retiré mon consentement à ce que Romain soumette des relevés sous mon tampon GEA. Avec effet immédiat. Chaque relevé de bornage actif que Romain avait en cours est devenu non certifié du jour au lendemain. 3 contrats commerciaux, 42 000 € de travaux facturables. Un paysagiste sans tampon de relevé valide est un entrepreneur qui ne peut pas certifier la conformité au recul, ce qui signifie que l'inspecteur en bâtiment rejette le plan de site, ce qui signifie que le projet s'arrête, ce qui signifie que le promoteur appelle l'entrepreneur. Ce qui signifie que l'entrepreneur doit expliquer pourquoi le tampon qui était sur le relevé hier n'est plus disponible aujourd'hui. Le promoteur du projet des coteaux de la rivière m'a appelé le 20 novembre, un homme nommé Monsieur Dufour. Il a été direct. Monsieur Dubois, j'ai une certification de bornage soumise par Dubois Aménagement Paysager avec votre numéro GEA. Pouvez-vous confirmer que c'est votre travail? Je n'ai pas estampillé ce relevé. Ma licence n'est pas disponible pour l'utilisation de Romain Dubois. Tout relevé soumis sous mon tampon GEA après le 15 novembre est non autorisé. Monsieur Dufour a annulé le contrat cet après-midi-là, sur le site devant l'équipe. Le chef d'équipe, un homme nommé Monsieur Martin, qui travaille pour Romain depuis 3 ans, a vu Romain prendre l'appel au bord d'un terrain nivelé où le béton devait être coulé. Le lundi suivant, Monsieur Martin a vu la main de Romain, tenant son téléphone, tomber le long de son corps. Il a vu la mâchoire de Romain se crisper. Il a vu Romain marcher jusqu'à son camion et s'asseoir dans la cabine pendant 11 minutes sans démarrer le moteur. Monsieur Martin n'a pas demandé ce qui s'était passé. Les chefs d'équipe ne demandent pas. Les chefs d'équipe observent. Et ce que Monsieur Martin a observé, c'était un entrepreneur dont la fondation venait de disparaître. Le deuxième promoteur a annulé 2 jours plus tard. Le troisième m'a appelé directement. Êtes-vous disponible pour certifier une limite pour un projet que Dubois Aménagement Paysager gérait? J'ai dit que j'étais disponible mais pas pour les projets associés à Dubois Aménagement Paysager. Le promoteur m'a remercié et a embauché un autre géomètre. La nouvelle s'est répandue dans le réseau de l'aménagement paysager commercial, comme les coordonnées de relevé se déplacent dans une base de données, discrètement, de manière permanente et avec précision. À la mi-décembre, 3 des 5 clients réguliers de Romain avaient demandé une vérification de ces certifications de relevé. 2 d'entre eux sont passés à des concurrents. L'homme qui m'appelait un « mesureur de terre » apprenait ce que les mesures de terre coûtaient lorsque le mesureur arrêtait de mesurer. Romain s'est présenté à ma porte le 5 décembre, 3 semaines après l'incendie. Il a frappé 2 fois fort, la frappe d'un homme habitué à être le plus bruyant de la pièce. J'ai ouvert la porte. Il ne riait pas. Le briquet n'était pas dans sa veste. Le sourire qui avait brûlé la lettre de ma fille avait disparu, remplacé par la mâchoire serrée d'un homme dont les contrats commerciaux s'étaient effondrés et dont le tampon était non signé et dont le frère ne répondait pas à ses appels. Tu as retiré mon tampon. 3 contrats sont morts. Monsieur Martin pose des questions. Le promoteur des coteaux de la rivière menace de me poursuivre. Tu dois rétablir la coopération pour la licence. Le tampon est à moi. Il n'a jamais été à toi. Je l'ai prêté parce que tu es mon frère et je pensais que les frères ne brûlent pas de lettres de bourse devant des jeunes filles de 15 ans. J'avais tort. Il s'agit de la lettre. Marc, c'était un morceau de papier. Je voulais faire passer un message. Le message que tu as fait passer, c'est que les gamins sans avenir n'ont pas besoin de grands rêves. Tu l'as dit en tenant un briquet que tu as acheté à la station-service du coin à 16h47 spécifiquement dans le but de brûler l'avenir de ma fille. Ce n'est pas un message. C'est un plan. Et le plan a commencé par un appel téléphonique d'Anne à maman à 9h du matin concernant les coûts de la garde d'enfants. Son visage a changé. La colère s'est amenuisée. Quelque chose d'autre a refait surface, le regard spécifique d'un homme qui pensait que le plan était invisible et qui vient d'apprendre qu'il y a un reçu attaché. Anne a appelé maman parce qu'elle s'inquiétait pour la garde d'enfants. C'est tout. Anne a appelé maman parce que la crèche pour 3 enfants coûte 3 600 € par mois. Maman t'a appelé avant midi.
Tu as acheté un briquet à 16h47. La lettre a brûlé à 18h22. 9h entre l'appel téléphonique et les cendres, toute la famille s'est coordonnée pour détruire une bourse de 186 000 € afin qu'Anne puisse conserver 3 600 € par mois de babysitting gratuit d'une jeune fille de 15 ans qui a travaillé 2340 heures sans être payée. J'ai failli le laisser discuter. J'ai failli le laisser rester sur mon porche et construire sa version. La version où l'incendie de la lettre était spontané et le briquet une coïncidence et l'appel d'Anne juste une préoccupation et la famille essayait juste de garder Élodie près d'elle. Ce qui m'a arrêté, c'est l'enveloppe. Elle était à l'intérieur, sur la table de chevet d'Élodie, emballée pour l'Académie du chêne blanc. Les cendres, le stylo bleu, la date, la preuve de ce qu'il a fait porter par la fille à qui il l'a fait. Et elle était plus forte que chaque mot qu'il avait jamais utilisé contre elle. Élodie a fait 2340 heures de babysitting gratuit. Au salaire minimum français, cela représente 16 848 €. La bourse vaut 186 000 €. Tu as brûlé l'option la moins chère. Sa mâchoire s'est serrée, sa main droite s'est ouverte et fermée, son cou a rougi du col vers le haut. Le lent afflux de sang qui se produit lorsque le corps réagit avant que le cerveau ne puisse construire une défense. Son œil gauche a tressailli une fois, ses épaules se sont rentrées. La posture d'un homme dont la stature essaie de se faire plus petite parce que l'espace qu'il occupait dans cette famille vient d'être relevé et la limite s'est déplacée et il se tient du mauvais côté de la ligne. Maman a dit qu'Élodie devait rester avec la famille. Maman me prélève 350 € par mois pour des soins qu'Élodie fournit gratuitement. 12 600 € sur 3 ans. Maman ne garde pas Élodie près d'elle parce qu'elle l'aime. Maman garde Élodie près d'elle parce qu'Élodie est une source de revenus. Et tu as brûlé la lettre qui aurait mis fin à cette source de revenus. Tu ne l'as pas brûlée parce qu'Élodie est sans avenir. Tu l'as brûlée parce qu'Élodie est rentable. Il est parti. Il ne s'est pas excusé. Il est parti au volant d'un camion qui venait autrefois sur mes chantiers pour mon tampon. Le 1er décembre, Anne est venue à mon bureau de géomètre. Elle a amené les 3 enfants. Hugo tenait une brique de jus dans une main et un dinosaure en peluche dans l'autre. Léa pleurait parce que Léa pleure quand il y a des transitions. Et la transition de la voiture au bâtiment sans Élodie pour la gérer est une transition qu'Anne n'avait pas pratiquée depuis 3 ans. Petit homme dormait dans son siège auto, qu'Anne avait posé sur la chaise de la salle d'attente à côté de la pile de magazines professionnels de géomètre que personne ne lit. Mon chef de bureau, Chloé, a levé les yeux de son bureau. Elle a regardé les 3 enfants. Elle m'a regardé. Elle n'a rien dit. Chloé travaille pour moi depuis 6 ans. Elle a vu des clients se disputer pour 6 cm de limite de propriété. Elle a vu des promoteurs crier sur des largeurs de servitude. Elle sait quand un litige de bornage est sur le point de se produire dans sa salle d'attente. Anne s'est tenue à mon bureau avec Léa sur sa hanche et a dit, qui va les garder après l'école maintenant? La crèche pour 3 enfants coûte 3 600 € par mois. Marc, tu retires leur gardienne. Élodie adore ses enfants. Elle a choisi d'être là. Élodie n'a pas choisi d'être là, Anne. Elle avait 12 ans quand tu as commencé à l'utiliser. On lui a dit de marcher 8 pâtés de maison après l'école tous les jours et de garder tes enfants jusqu'à ce que tu aies fini ta séance de sport et ta virée à Monoprix et tes appels téléphoniques sur le parking et que tu décides de rentrer 1 heure après la fin de ton service. Elle n'a pas été payée. On ne lui a pas demandé. Elle a été assignée et quand elle a obtenu une bourse qui l'aurait libérée de cette assignation, tu as appelé maman à 9 h du matin et maman a appelé Romain et Romain a acheté un briquet et l'assignation est devenue permanente. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'exprimais une préoccupation concernant la garde d'enfants. Tu exprimais une préoccupation concernant 3 600 € par mois. C'est le coût de la crèche pour 3 enfants. Élodie était ta solution à coût zéro. Lorsque la bourse a menacé de supprimer la solution, tu as activé la chaîne familiale. Anna Sylvie à Romain au briquet à la cheminée. 9 h entre ta préoccupation et les cendres de ma fille. Tes enfants sont ta responsabilité. Anne, leur gardienne était ma fille de 15 ans, et tu ne l'as payée pour rien pendant 2340 heures. Et maintenant tu te tiens dans mon bureau avec 3 enfants et tu me demandes qui va les garder. La réponse est toi. Tu vas les garder ou tu vas payer quelqu'un pour les garder, mais tu n'utiliseras pas ma fille comme main-d'œuvre gratuite pour pouvoir aller à ton cours de spinning. Anne a pris le siège auto. Elle a pris la main de Léa. Hugo a suivi avec sa brique de jus,
laissant une petite traînée de gouttes sur le sol que Chloé a essuyé sans commentaire. La porte s'est fermée. Chloé m'a regardé par-dessus le comptoir de la réception. J'ai les heures de babysitting calculées si vous en avez besoin. Elle a dit, 15 heures par semaine fois 156 semaines. J'ai fait le calcul pendant qu'elle parlait. Qu'avez-vous trouvé? 2340. Le même nombre que vous avez trouvé. Les bons employés comptent, monsieur Dubois. J'ai annulé le virement automatique du prêt immobilier le matin après l'incendie. 1680 € par mois pendant 4 ans. 80 640 € au total. La maison de 3 chambres d'Anne et Laurent sur le boulevard des Marronniers, la maison où Élodie a passé 2340 heures à garder des enfants qui n'étaient pas les siens pour que sa tante puisse utiliser un tapis de course et sa grand-mère collecter 350 € et son oncle rire des mesureurs de terre. À Noël pendant que ses contrats commerciaux tournaient grâce à un tampon de mesureur de terre. La société de prêt immobilier a envoyé un préavis de 60 jours. Laurent m'a appelé d'un chantier en Normandie. Marc, le paiement du prêt immobilier a été rejeté. Anne dit que tu as annulé. Que se passe-t-il? Ta femme a organisé l'incendie de la lettre de bourse de ma fille pour qu'Élodie reste en ville et continue de garder tes enfants gratuitement. Ton prêt immobilier était mon paiement pendant 4 ans. 80 640 €. Le paiement est annulé. Le prêt immobilier est ta responsabilité maintenant. Laurent est resté silencieux pendant 6 secondes. Puis, je ne savais pas pour la lettre. Tu ne savais pas parce que tu voyages 4 jours par semaine et ta femme prend des décisions pendant que tu es sur un chantier en Normandie. Mais la décision qu'elle a prise cette fois a coûté à ta famille 80 640 € de soutien au prêt immobilier et l'accès de ma fille à 186 000 € d'éducation. Demande à Anne pour l'appel téléphonique à Sylvie. Demande-lui pour 9 h du matin le 14 novembre et demande-lui qui va garder tes enfants maintenant. Il a raccroché. Laurent et Anne ont eu leur première dispute visible ce week-end-là. Je le sais parce que Sylvie m'a appelé pour dire « Tu es en train de déchirer cette famille », et en arrière-plan, j'ai pu entendre la voix de Laurent, basse et en colère, dire « Tu as dit à ta mère de faire brûler la lettre d'un enfant par ton frère ». Sylvie a appelé une fois. À la mi-décembre, j'ai répondu « Tu as déchiré cette famille, Marc. Tu m'as facturé 12 600 € pour le travail gratuit de ma fille. Maman, tu as pris 350 € par mois et tu m'as dit que c'était pour les soins d'Élodie et tu les as gardés. Pendant qu'Élodie travaillait 15 heures par semaine chez Anne pour rien. Pendant que tu me disais qu'elle était heureuse pendant que Romain planifiait l'incendie pour qu'elle ne parte jamais. Elle aidait. C'est ce que font les familles. Elle travaillait. C'est ce que font les employés. Les employés sont payés. Les familles ne brûlent pas de lettres. Elle a raccroché. Elle n'a pas rappelé depuis que le virement de 350 € s'est arrêté le matin après l'incendie. 12 600 € sur 3 ans. Le pipeline qui finançait la gestion par Sylvie d'un arrangement de travail qu'elle n'avait jamais divulgué au père qui le payait. Disparu. Pierre n'a pas appelé. Pas une seule fois. L'homme qui a regardé la lettre de sa petite fille brûler à travers un passe-plat de cuisine en sirotant du thé glacé n'a pas trouvé un seul mot. Certains hommes passent leur vie entière dans l'encadrement de la cuisine à regarder des choses arriver à des gens dans l'autre pièce et à appeler cela de la neutralité. Ce n'est pas de la neutralité. C'est une permission avec un verre de thé. Voici la partie qui reste après que le tampon ait été retiré et que le prêt immobilier ait été annulé et que le pipeline soit sec. Et que le reçu du briquet repose dans un tiroir de cuisine comme preuve de préméditation. Romain est assis dans le salon de ses parents en décembre. La cheminée est froide. La grille a été balayée par Sylvie, qui nettoie les preuves comme elle nettoie les cuisines à fond avant que quiconque n'arrive, mais les cendres ne sont pas là. Élodie les a prises. Elle s'est agenouillée sur le foyer le soir du 14 novembre, et elle les a ramassées avec ses mains, et elle les a mises dans une enveloppe, et elle les a portées 640 km au nord, et les a épinglées à un tableau d'affichage dans une chambre d'internat qui coûtait 46 500 € par an. Et qu'elle a gagné avec une moyenne de 4,1, et un essai sur les litiges frontaliers, et une paire de mains qui peuvent tenir un théodolite et une myrrhe, et une enveloppe pleine de cendres sans trembler. La cheminée ne contient plus rien maintenant. Pas de lettres, pas de bourse, pas d'avenir à brûler. Juste du fer et de la brique et la légère odeur de liquide inflammable qui a été absorbé par le mortier et y restera pendant des années parce que certaines choses, une fois brûlées dans une structure, ne partent pas. L'odeur est invisible.
Les dégâts ne le sont pas. Romain le sait maintenant. Il le sait chaque fois qu'il entre dans le salon et regarde la grille et se souvient des 11 secondes qu'il a fallu à une bourse de 186 000 € pour devenir grise et du rire qui est sorti de sa bouche et du son qu'il a produit dans une pièce qui ne rit plus. Le canapé d'Anne est vide à 15h15 chaque après-midi. Le canapé où Élodie s'asseyait avec 3 enfants qui grimpaient sur elle et une tasse à bec laissant une trace sur le coussin et des devoirs qu'elle ne pouvait pas finir parce que Léa avait besoin de jus et Hugo avait besoin d'aide pour son orthographe et Petit Homme avait besoin d'un changement de couche et rien de tout cela n'était compensé et rien de tout cela n'était reconnu et tout cela était appelé « aider ». Le canapé est vide. La facture de la crèche arrive le premier de chaque mois. 3 600 €. Le chiffre qu'Anne essayait d'éviter de payer en gardant une jeune fille de 15 ans à la maison. Le chiffre qui a déclenché un appel téléphonique qui a déclenché une chaîne qui a déclenché un incendie qui a tout mis fin. Laurent et Anne n'ont pas parlé à Romain depuis Noël. Laurent a dit à Sylvie, « Ma femme t'a demandé d'aider à préserver le babysitting gratuit. Tu as demandé à ton fils de brûler l'avenir d'un enfant. Je n'ai pas signé pour cette famille. » Il l'a dit à la table du dîner de Noël où Élodie avait l'habitude de s'asseoir. La chaise était vide, la table était plus silencieuse, et Laurent est rentré tôt avec 3 enfants à l'arrière et une femme qui pleurait et un paiement de prêt immobilier qui était maintenant sa responsabilité pour la première fois en 4 ans. Un samedi matin de janvier, Académie du Chêne Blanc, jour d'emménagement. Le campus est froid et lumineux et l'air sent le gel et l'herbe coupée. Et le genre de propreté institutionnelle qui vient des bâtiments entretenus par des gens qui comprennent que l'éducation se fait dans des pièces dont on prend soin. Les chênes du parvis sont dénudés, mais les branches sont épaisses et les troncs sont larges, et en avril, ils fleuriront comme ils l'ont fait pendant 80 ans. Et Élodie sera assise sous eux avec un manuel et un crayon et un plan qu'elle étudie pour des points supplémentaires parce que ma fille ne s'arrête pas à la note. Elle va au-delà. Elle l'a toujours fait. La chambre d'internat d'Élodie est au 3e étage. Chambre 312. Petit bureau avec une lampe de lecture. Lit simple avec un couvre-lit bleu marine qu'elle a choisi elle-même. Une fenêtre qui donne sur le parvis et les chênes. Elle peut voir la bibliothèque depuis sa fenêtre. Elle peut voir le bâtiment des admissions où elle s'est assise en face de la docteur Fournier et a posé une enveloppe pleine de cendres sur une table et a dit « Je ne suis pas partie ». Elle peut voir tout ce qu'elle a gagné depuis une chambre qu'elle occupe enfin. Henri nous a conduits dans son camion. Radio Basse, la station de musique country qu'il écoute depuis 1987. Café d'une station-service dans la campagne près de Toulouse. 2 pour nous et 1 pour Élodie qui est surtout du lait parce qu'elle a 15 ans et qu'elle boit du café comme les jeunes de 15 ans boivent du café avec suffisamment de lait pour en faire un dessert. Il a monté la boîte de livres sur 3 étages sans s'arrêter et sans se plaindre. Parce qu'Henri a porté des choses plus lourdes dans sa carrière. Et une boîte de livres pour une fille qui lit des plans cadastraux à la table de la cuisine n'est pas lourde. C'est le contraire de lourd. C'est la chose la plus légère qu'il ait soulevée depuis des années. Élodie déballe. Des livres sur l'étagère, des vêtements dans la commode, le réveil sur la table de chevet, son manteau sur le crochet derrière la porte, et l'enveloppe blanche. Elle l'épingle au tableau d'affichage au-dessus de son bureau, centré, l'encre bleue visible. Lettre d'acceptation, Académie du Chêne Blanc, brûlée le 14 novembre 2026. Les cendres à l'intérieur, la preuve de ce qui lui a été fait, et la preuve que ce n'était pas suffisant. À côté de l'enveloppe, elle épingle une photographie. Élodie et moi sur un site de relevé en Nouvelle-Aquitaine quand elle avait 10 ans. Elle tient la mire. Je tiens le théodolite. Elle sourit. Je la regarde. Le monument d'angle de 1911 est visible en bas du cadre. Un tuyau de fer rouillé qu'un arbre de mesquite a enlacé pendant 100 ans parce que la limite était au bon endroit et l'arbre l'a accepté comme faisant partie de sa structure. Henri se tient dans l'encadrement de la porte avec sa tasse de café vide. Il regarde le tableau d'affichage. Il regarde les cendres. Il regarde la photo. Il dit, elle va bien s'en sortir. Elle s'en sort déjà. Élodie se détourne du tableau d'affichage. Les cendres sont épinglées. La photo est épinglée. L'emploi du temps est épinglé. La chambre est petite et le bureau est simple. Et la fenêtre montre des chaînes qui survivront à tous les briquets et à toutes les cheminées. Et à tous les oncles qui pensaient que brûler du papier était la même chose que brûler une fille. Elle me regarde. Elle ne dit pas au revoir. Elle dit, papa, la ligne est tracée.
C'est vrai.